Bonsoir à tous. Merci de nous être fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Le Libéria réitère via son chef de la diplomatie sa position ferme sur la question de l'intégrité territoriale du royaume. Et sur le plan économique, Rabat et Monrovia donnent un nouvel élan à leur coopération bilatérale pour la hisser à un niveau exemplaire avec la signature aujourd'hui à Rabat de 3 nouveaux accords de partenariat. Également au menu de votre journal, le port de pêche de Tarfaya, ce qui ressemblait il y a 40 ans à un petit port de pêche est désormais une grande structure portuaire principalement tournée vers le débarquement des prises de poulpes et de sardines. À suivre également un focus sur le secteur touristique qui renaît à Zagora. Après plusieurs mois de répit forcé, les professionnels misent beaucoup sur la saison hivernale pour redoper les chiffres moroses infligés par la crise du Covid. Bonsoir, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du regretté colonel-major Al-Sharif Dlimi. Dans son message de condoléances en cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le roi exprime à la famille et aux proches du défunt et à travers eux, à la tribu Ouled Dlim, ses vives condoléances et ses sincères compassions suite au décès d'un grand homme qui était à la tête des résistants dans nos provinces du Sud, qui avait fait des sacrifices pour le parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume et qui était fidèle au glorieux trône alawite et constante de la nation. À la une également de l'actualité ce lundi, le renforcement des relations bilatérales entre le Royaume et le Libéria et des relations amenées à se renforcer davantage. Aujourd'hui, 3 nouveaux accords de coopération ont été signés entre les deux pays à Rabat. Cela concerne l'agriculture, la santé et l'enseignement supérieur. Les accords ont été signés en présence du ministre libérien des Affaires étrangères et qui effectue actuellement une visite de travail au Maroc et son homologue marocain Nassar Bourita. L'occasion également pour le chef de la diplomatie libérienne de réitérer la position de son pays concernant le soutien de la marocanité du Sahara marocain. Oumaima Ramli. Rabat et Monrovia en consultation politique donnent un nouvel élan à la coopération économique. L'occasion également pour le chef de la diplomatie libérienne qui avait déjà ouvert en mars dernier un consulat général à Dakhla de réitérer l'appui infaillible de son pays à la marocanité du Sahara. Le Libéria maintient sa position ferme sur la question de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. En matière de politique internationale, mon pays a toujours accordé beaucoup d'importance aux questions ayant trait aux intérêts de la sécurité nationale. De ce fait, nous n'avons jamais hésité à appuyer la position du Royaume. La cause nationale touche profondément le peuple libérien, frère. Ce sont là les mots du chef de la diplomatie libérienne. Car entre le Maroc et le Libéria, les relations bilatérales sont fortes de longue durée. Nos deux pays ont toujours eu plusieurs accords par le passé. Aujourd'hui, nous signons 3 nouveaux accords sont concernés les domaines de l'agriculture, de la santé et de l'enseignement supérieur. Des accords qui viennent s'ajouter à une liste déjà bien fournie. 9 accords avaient déjà été signés lors de la 2e session de la commission mixte tenue en mars dernier à Marrakech. À présent, cette information de sources militaires dans le cadre des travaux d'installation du matériel et des équipements dentaires par une société civile privée au niveau du complexe socio-administratif des phares à Heria d'Araba. Une détonation accidentelle est survenue lors des tests et des essais d'installation de ces équipements. C'était ce matin vers 11h. Cela a provoqué des blessures légères à 5 techniciens de la société prestataire en question, mais aussi des dégâts matériels. Les blessés ont été évacués à l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat pour recevoir les soins nécessaires. Enfin, à présent, le point sur la situation épidémiologique des dernières 24 heures. 2526 nouveaux cas confirmés, 64 décès et 2788 rémissions. Le taux de létalité se maintient à 1,7% au moment où celui des guérisons est de 83,1%. Les cas critiques et graves se chiffrent désormais
à 842 cas, 33 de plus en 24 heures seulement. 66 patients sont intubés, 477 autres sont sous ventilation non invasive. La région Casablanca-Stat recense toujours le nombre le plus élevé malheureusement de cas, avec 864 nouvelles infections suivies de Rabat, Salé et Kénitra avec 675 et l'Oriental avec 262 cas recensés. Et devant cette situation épidémiologique justement très alarmante, le port du masque s'impose impérativement comme premier geste vital, geste barrière bien entendu, et donc comme premier rempart contre l'ennemi invisible et qui sévit encore et encore sans merci sous nos cieux. Et pour se protéger et protéger les autres, il ne suffit pas de porter le masque, il faut le porter correctement pour en assurer l'efficacité. Une consigne qu'il convient de rappeler car il y va de la santé de tous. Mariam El-Messi et les détails. Réutilisable ou chirurgical, il est obligatoire dans les lieux publics et les transports en commun. Le port du masque, une habitude saine pour se protéger et protéger les autres en ces temps de pandémie. Mais encore faut-il le porter correctement. Il est important de garder ces précautions, penser à l'intérêt général. Dès qu'on franchit la porte de notre domicile, le port du masque devient inéluctable. Jamais autour du cou ou sous le menton. S'il est mouillé ou visiblement sale, le masque risque d'être contaminé. Son usage correct s'impose, un geste barrière que même le tramway tient à diffuser. Le masque perd son efficacité quand il n'est pas bien porté. La valve doit couvrir le nez et la bouche. Nous devons bien l'ajuster en ayant les mains désinfectées, sans oublier de les changer toutes les 4 heures. Un geste simple qui peut sauver la vie dans un contexte de hausse de contamination au Covid-19. Et pour en parler plus longuement, justement avec nous par Internet depuis Casablanca, docteur Abdel Fattah Chakib, épidémiologiste. Docteur, bonsoir. Vous avez suivi tout à l'heure avec nous le point sur l'évolution inquiétante, rappelons-le, de l'épidémie. À quel point le non-port du masque ou alors son port de façon inadéquate permet-il au virus de faire sans cesse de nouvelles victimes parmi nous, docteur? Alors, dans la mesure où la transmission du virus est aérienne, ça veut dire qu'il se fait à partir d'un homme, d'un être humain qui est malade, un être humain qui est sain, et il se fait par voie aérienne. Ça veut dire que le virus, il sort par le nez, il sort par la bouche, et il va contaminer quelqu'un d'autre qui est devant moi. Je suis en train de parler avec quelqu'un, donc si j'ai le virus dans le nez ou dans la bouche, je peux le contaminer. L'intérêt du masque, c'est que quand je parle, les gouttelettes qui contiennent les virus, ou quand j'éternue, c'est le même mécanisme, ces gouttelettes qui vont sortir, ou quand je tousse, c'est le même mécanisme, qui risque de contaminer l'autre, ils vont être retenus par le masque. Donc quand je porte un masque, je maintiens tout ce qui peut être contaminant pour l'autre chez moi. Et quand j'enlève correctement le masque, ça veut dire quand j'aurai terminé, je l'enlève sans le toucher, puis après je me lave les mains avec l'eau et le savon, je ne suis pas contagieux pour l'autre. C'est très important. La deuxième chose qui a été démontrée scientifiquement, c'est que si je suis malade et je suis asymptomatique, ça veut dire que je n'ai pas de symptômes, le fait que la personne qui est asymptomatique porte le masque, ça diminue d'une façon extraordinaire la contagion de l'autre. Ça veut dire que l'autre, il peut être contaminé, mais il va être contaminé avec une petite quantité de virus qui va lui donner une maladie simple. Avec une charge virale amoindrie, docteur, c'est cela? Tout à fait. Je n'ai pas voulu utiliser vous avez bien fait de rappeler le terme de charge virale, je n'ai pas voulu l'utiliser. Voilà, donc la charge virale, ça veut dire la quantité de virus que je vais transmettre à l'autre, quand il est une petite quantité, donc ça va lui donner une maladie simple. Mais quand je le contamine avec une grande charge virale, donc là... Les conséquences risquent d'être sévères. Voilà, de développer une forme sévère qui va l'amener parfois jusqu'à la réanimation et parfois jusqu'à la mort.
Docteur, depuis le début de l'épidémie, nous n'avons jamais cessé de sensibiliser quant à la nécessité urgente, rappelons-le, d'adopter le port du masque comme conduite indispensable et surtout sur la façon de bien le porter. Il est bon de le rappeler puisqu'il y va de la santé de tous. Que signifie porter correctement le masque ? Je confirme ce que vous avez commencé par dire. Les médias marocains ont joué un rôle très important dans la sensibilisation de la population. Alors, qu'est-ce que ça veut dire porter correctement un masque ? Quand j'ai un masque, je commence avant de le mettre par me laver les mains avec l'eau et le savon. Après, je le mets comme je mets là, j'ai mis mon masque, je le mets comme ça, et je pince au niveau du nez, et puis après, je ne le touche plus. Parce que je l'ai pincé parce que mes mains étaient propres. Je ne le touche plus parce qu'après, je vais toucher autre chose, et si je retouche mon masque, je vais contaminer mon masque, donc je ne le retouche plus, ou je vais contaminer ma main. Et quand je porte le masque, je ne touche non plus mes yeux ou mon visage, etc. Alors, si le masque est mouillé, ou si le masque a été enlevé, et on voit parfois, malheureusement, des gens enlever le masque pour manger ou pour fumer, etc., il faut le jeter, il ne faut pas le remettre. C'est dangereux de le remettre. Une fois terminé avec le masque, je l'enlève de la même façon. Je le mets dans un endroit sûr, c'est-à-dire une poubelle, de préférence dans un plastique avant même de le mettre dans la poubelle, une poubelle qui ferme, et je me lave les mains encore une fois avec l'eau et le savon. C'est très important. Pendant toute la durée du port des masques, il ne faut pas l'enlever et le remettre. Il ne faut pas le mettre au niveau du cou. Il ne faut pas le mettre au niveau du front. Il ne faut pas le mettre au niveau de l'oreille. Ça ne sert à rien. Si la personne le met comme ça, ça veut dire qu'il n'a pas utilisé un masque. Bien sûr, le masque ne se conçoit qu'en association avec deux choses. La distanciation sociale, c'est très important au physique. C'est-à-dire que je dois rester obligatoirement tout le temps à 1 mètre, voire à 2 mètres, ce qui est préférable, de l'autre, parce que je ne sais pas s'il est dangereux pour moi, s'il est contaminant ou non, et le lavage ou la désinfection des mains. Voilà. Docteur, qu'en est-il ? Vous avez très bien parlé de la durée de vie qui risque d'être déterminante dans ce système de protection à travers le masque. Docteur, quelle est concrètement la part du non-port du masque dans ces chiffres qui explosent jour après jour ? Quelle est la part du non-port du masque ou alors sa protection, son port de façon inadéquate ? Je peux dire sans me tromper que 75% des contaminations des personnes qui malheureusement sont hospitalisées ou qui sont dans les réanimations sont dues au non-port du masque. Sont dues malheureusement à des personnes qui étaient malades, connues ou pas connues, symptomatiques ou asymptomatiques, et qui n'avaient pas le masque, et qui sont entrées en contact avec les autres personnes, soit des personnes de la famille, notamment les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques ou d'autres personnes, et qui les ont contaminées. Bien sûr, il faut rappeler aussi que les mains jouent un rôle très important dans la contamination. C'est pourquoi on a aboli le salut, on a aboli, etc. Donc, c'est très important de respecter cette distance physique avec l'autre. Mais effectivement, comme vous l'avez si bien dit, le port du masque est quelque chose de primordial pour éviter la contamination de l'autre. Donc primordial qui peut nous aider à éviter le pire et à éviter des décès, par exemple, malheureusement. Vous avez très bien parlé de cas de personnes qui se sont retrouvées dans les services de réanimation et qui ne portaient pas le masque. Docteur, parlons maintenant de quelques scènes auxquelles nous assistons malheureusement. Parfois, certaines personnes se comportent comme si le virus n'existait plus, avec une totale irresponsabilité, disons les choses telles qu'elles sont, et beaucoup de négligence. Résultat, la diffusion du virus parmi la population est forte. Que dites-vous ce soir sur notre antenne à ces personnes qui mettent d'abord leur vie en danger et surtout celle des autres ? Alors, on peut résumer la situation dans la phrase suivante. Le coronavirus et la Covid-19 a changé. On n'est plus en face de la maladie qu'on a connue en mars-avril. Ça veut dire qu'il faisait plus
de malades asymptomatiques qui n'avaient rien du tout, qui rigolaient dans des structures d'isolement. Aujourd'hui, on assiste malheureusement à beaucoup de morts, à beaucoup de cas critiques, et ce qui est encore plus dramatique, à beaucoup de personnes qui sont contaminées et qui sont arrivées à un stade où ils ont besoin de beaucoup d'oxygène pour rester en vie et ne trouvent pas de place, aussi bien dans les structures publiques que par exemple dans certaines structures privées. Et c'est le cas par exemple actuellement de Casablanca. Il faut que les gens soient conscients de ces situations, que la donne a changé et que la situation a changé et qu'on est dans une phase critique où on va avoir de plus en plus des personnes qui sont chères de notre famille, qui auront besoin d'oxygène et qui ne vont pas trouver de l'oxygène. Docteur, et parfois malheureusement des jeunes qui se croyaient jusqu'ici à l'abri de la maladie parce qu'ils sont en super bonne santé. Que dites-vous justement à nos jeunes qui vivent avec leur famille, avec leurs parents, leurs grands-parents et qui risquent d'être fort contaminants? Que dites-vous à nos jeunes? Alors, les études scientifiques ont montré que personne n'est à l'abri de la contamination et du développement d'une forme grave de la maladie. Alors, les dernières études scientifiques ont démontré que les jeunes peuvent avoir des déficits immunitaires en interférant qui ne leur donnent rien du tout, qu'ils ont vécu avec cela depuis des années, mais quand malheureusement ils font le Covid, ils font des formes graves. C'est comme ça qu'on explique actuellement ces formes graves. Deuxième donne qui est récente, c'est qu'il y a une corrélation entre la charge virale et la gravité de la maladie. Et ces jeunes, par exemple, quand ils sont asymptomatiques ou quand ils sont, et que, comme vous venez de le dire, ils ne croient pas que la maladie existe, etc., qu'ils croient qu'ils ne constituent pas un danger pour leurs parents, ils vont contaminer leurs parents et par conséquent, ils vont tuer, il faut dire le mot, ils vont tuer leurs parents. Si leurs parents arrivent, par exemple, à un stade où ils ont besoin, par exemple, de réanimation, et parfois même, malheureusement, malgré la réanimation, les sujets meurent. Il faut savoir qu'une personne qui est dans une réanimation et qui est intubée, quand on prend 10 personnes intubées, 7 décèdent. Il y a seulement 3 qui survivent. Donc des jeunes qui risquent d'avoir, qui risquent d'affronter un deuil, et non seulement un deuil, beaucoup de culpabilité, docteur, n'est-ce pas? Mais un deuil qui est très particulier, parce que malheureusement, ils n'ont même pas le droit d'accompagner leurs défunts jusqu'au cimetière. Parce que maintenant, pour éviter la contamination, partout dans le monde, les autorités limitent le nombre de personnes qui accompagnent le malade décédé du Covid. Donc, on n'arrive même pas à faire ce deuil, parce qu'on ne l'a pas accompagné, on n'a pas prié pour lui, etc. On n'a pas assisté à des funérailles en bonne et due forme, avec beaucoup de présence physique, avec tout ce qui caractérise ces cérémonies. Professeur, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste. Vous étiez avec nous depuis Casablanca. Merci, docteur Chakib Abdelfattah. Nous en parlions tout à l'heure, les chiffres inquiétants du Covid interpellent les consciences individuelles et appellent plutôt à redoubler de vigilance pour se protéger et protéger les autres du Covid-19. On ne le dira jamais assez. En cette saison hivernale, il faut aussi se protéger de la grippe. La campagne nationale de prévention contre la grippe saisonnière a été lancée ce matin à travers le Royaume. Cette campagne cible les personnes à risque de complications graves, voire de décès, comme les femmes enceintes, les personnes souffrant de pathologies chroniques telles que l'insuffisance rénale, le diabète, les maladies cardiaques et pulmonaires, ainsi que les sujets âgés de 65 ans et plus et les enfants de moins de 5 ans. Vu la crise sanitaire inédite que nous traversons, le ministère de tutelle insiste fortement sur l'importance majeure d'une couverture vaccinale antigrippale élevée chez toutes ces personnes fragiles. Cap sur Tarfaya et braquant les projecteurs ce soir sur une structure qui s'est totalement métamorphosée au fil des années et qui participe fortement au développement socio-économique de la région. Nous vous parlons du port de Tarfaya, désormais orienté vers la pêche côtière et en plus de la pêche artisanale. Ce port stratégique draine des investissements d'un volume non négligeable. Sur place, le reportage de Abdelghani Jabbar, Abderrahim Filou sur un récit de Boubacar Ben Ghabret. Regardons. Deux petits ports de pêche il y a plus de 40 ans,
Voilà à quoi ressemble aujourd'hui le port de Tarfaya. À vocation de pêche côtière et artisanale, le port est abrité aujourd'hui par une jetée principale de 1150 mètres linéaires et une contre-digue de 270 mètres linéaires. Après les travaux d'extension achevés en 2016, il affiche aujourd'hui un volume de pêche important, principalement tourné vers le débarquement des prises de poulpe et de sardines. Le positionnement du port de Tarfaya est stratégique, situé à 60 000 nautiques des îles Canaries. Tourné vers la pêche artisanale et côtière, il a nécessité de nombreux travaux d'extension. Il attire aujourd'hui de nombreux investisseurs qui contribuent au développement économique de la région. Nous espérons qu'il sera encore plus compétitif dans les années à venir pour le bien-être des populations locales. De nombreuses familles vivent du secteur de la pêche grâce à l'extension du port en 2016. D'autres travaux de dragage et de déroquetage viendront également améliorer les conditions d'accès au port pour recevoir en toute sécurité des ferries en provenance des îles Canaries. Le port de Tarfaya, c'est une bouffée d'oxygène pour l'économie de la région. 3000 familles vivent de son activité. Destiné initialement à la pêche artisanale, le port s'est tourné également vers la pêche côtière, notamment en ce qui concerne la sardine. Le volume des captures dépasse aujourd'hui largement les 40 000 tonnes pour une valeur marchande de plus de 95 millions de dirhams. Chiffre d'affaires qui provient principalement du poulpe. Mise en échec d'une opération d'émigration clandestine à Tanger, opération réussie hier soir par les éléments de la police judiciaire relevant du district de Beni Makada. 4 personnes ont été interpellées pour leur lien présumé avec un réseau criminel actif dans la traite d'êtres humains, fait savoir un communiqué de la DGSN. Vous le savez, la crise du Covid-19 a infligé des pertes colossales au secteur touristique. Les saisons printanières et estivales ont été moroses, même si en été, le tourisme domestique a quand même, disons-le, sauvé un peu la mise. Et désormais, on mise beaucoup sur la saison hivernale pour une relance éventuelle ou alors au moins une éventuelle relance. À Zagora, par exemple, les professionnels mettent les petits plats dans les grands pour redoper le secteur et les chiffres. Bien entendu, la présence de quelques touristes nationaux et internationaux leur donne beaucoup d'espoir. Sur place, le reportage de Soumia Blayachi, Mohamed Hassan Meskour et Nisri El-Hamdawi. Le cadre est dépaysant, le petit déjeuner aussi. Un plaisir parmi d'autres que ce groupe de touristes étrangers savoure au cœur d'une oasis à Zagora. Je viens de temps en temps à cette région. À chaque fois, c'est une expérience différente. On part au dessert, on visite les Casbah. Il y a les peintures rupestres. J'aimais la région parce qu'il y avait beaucoup de paysages que j'aimais bien, comme les montagnes. Et il y avait des sortes de maisons cassées que j'ai bien aimées. Je me sens bien, je suis content, je suis avec ma famille et je passe de bons moments. Je ne suis jamais venue le sud, donc la région est très belle. Il y a de magnifiques paysages naturels à découvrir. Pour en fait, en même temps, c'est la période des vacances. Donc, c'est vrai qu'il y a moins de visiteurs marocains, mais c'est une destination que je recommande. Mais c'est une belle destination. Vraiment, cet hôtel est le plus ancien dans la ville de Zagora. Une sorte de gîte-étape qui date de la période du protectorat. De beaux jours, il en a connu, avec à la clé un grand afflux de touristes étrangers. Mais les temps ont changé. L'épidémie du Covid-19 a mis à terre l'activité touristique. Malgré tout, le propriétaire de cette structure ne baisse pas les bras. Pour entretenir son hôtel, il engage des frais parfois difficiles à compenser. L'hôtel compte 96 chambres. Rien que pour remplir sa piscine, nous avons besoin de 500 tonnes d'eau. Les frais que je dépense pour l'entretien du jardin et pour l'achat des produits anti-insectes, ainsi que ceux de désinfection des locaux, sont énormes. Cela sans compter les frais supplémentaires du personnel.
En cette période de l'année, la région de Daraa Tafilalt est propice à une escapade naturelle, loin du bitume. En ce moment, le mois d'octobre et jusqu'à mi-novembre, le climat est idéal pour voyager. On dirait le printemps. Donc, si vous venez à Zagora, vous allez aimer et vous allez revenir. Voilà une invitation à ne pas décliner. La ville de Zagora aborde cette période exceptionnelle sous le signe de la résilience et de l'espoir en de meilleurs lendemains. Et en attendant justement des lendemains meilleurs, savourez bien vos voyages, gardez vos distances et surtout portez correctement vos masques. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.